sur Radio Cool Direct avec Olivier Burette. L'histoire racontée pour vous. Et bien voilà, on va parler histoire cette fois-ci sur Radio Cool Direct. Alors on a l'habitude de retrouver Olivier Burette. Salut Olivier. Salut Marco. Et chaque fois qu'on se voit, en fait, qu'on s'écoute, parce que je rappelle que tu es à Paris, parce que c'est là-bas que tu exerces ton métier, c'est ça, tu es docteur, rappelle-nous un petit peu. Alors, donc je suis docteur en histoire contemporaine, qualifié maître de conférence en histoire contemporaine. Je suis le responsable administratif de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, IHEL, et je suis aussi chargé de cours en histoire des relations internationales et histoire de l'Europe centrale à la Sorbonne Nouvelle. Voilà. On a beaucoup parlé du conflit russo-ukrainien, je sais pas comment il faut appeler ça, mais russo-ukrainien. Oui, russo-ukrainien, et donc un conflit d'ailleurs qui continue toujours, hein, c'est pas parce qu'il se passe des choses ailleurs. Tout à fait. Et là, il a pris une dimension encore supplémentaire, puisque maintenant, si j'ai bien compris, Moscou est bombardé par les Ukrainiens. Donc alors évidemment, ça c'est pas prêt de s'arrêter encore. Bah non. Ouais. Alors, tu as voulu, toi, parler de notre pays, je sais pas si on peut appeler ça un conflit, c'est un conflit face aux États-Unis, c'est Cuba, c'est ça, l'histoire de Cuba. Voilà, alors l'idée, donc depuis, je te remercie d'ailleurs, depuis toutes ces années qu'on fait cette petite synthèse sur les étapes du conflit entre l'Ukraine et la Russie et l'Ukraine, on avait eu l'idée de faire quelques portraits historiques, tu m'avais dit ça, et donc moi je me suis dit, tiens, on va en faire un, on va commencer par un portrait sur Cuba, dont on parle pas mal, surtout depuis le début de l'année avec Trump 2000. Voilà, c'est ça, surtout même plus le retour au pouvoir de Trump d'une part en 2025, puis le début de l'année 2026, puisqu'il y a eu cette opération de captation directe du chef de l'État du Venezuela, Nicolas Maduro, auquel on a assisté au mois de janvier, et puis ensuite le redéploiement, on en reparlera tout à l'heure, d'une doctrine qui n'a jamais vraiment cessé, c'est-à-dire cette espèce de protectorat en fait que les États-Unis exercent sur l'ensemble de l'Amérique latine, et qui là, avec Trump, a vraiment repris force et vigueur. On appelle ça la doctrine Monroe, j'en parlais tout à l'heure, et on l'a rebaptisée la doctrine Donroe, notamment à cause du nom du secrétaire d'État du gouvernement de Trump. Donc c'est une politique qui vise à ce que les États d'Amérique latine soient dans la même ligne, si je puis dire, diplomatique, politique, que les États-Unis, en fait. Voilà, on résume. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais là, dans le cas présent, il s'agit de faire un petit retour historique sur cette île. Alors, qu'est-ce que c'est que Cuba ? C'est peut-être une grande île, peut-être la plus grande île des Caraïbes. C'est une île qui est située à l'ouest de Saint-Domingue. Ça, c'est important de le savoir pour la resituer à peu près. Et donc elle a été cette île, donc comme tous les territoires du Nouveau Monde, a été découverte par Christophe Colomb le 27 octobre 1492, et l'origine de son nom, c'est un nom des Indiens Taïnos qui l'appelaient, je cite, Kubanacan, signifiant place centrale, ou un autre nom des Indiens Arawak qui l'appelaient Coabana, grande terre. Parce que quand on se figure une image d'une carte qui représente Cuba, et peut-être que tu en mettras une dans la présentation de l'émission Marco, c'est une île tout en longueur en fait. Voilà. Et sa grande particularité, et c'est important pour la suite, c'est que c'est une île qui est située à une centaine de kilomètres à peine, 150, 140 kilomètres des côtes de la Floride, donc des États-Unis. Donc alors évidemment, on est vraiment là dans une marche vraiment de l'Amérique latine face aux États-Unis. Alors c'est une île un peu comme tout ce qui est dans la région à cette époque-là, qui est d'abord peuplée par des tribus amérindiennes,
elles sont décimées lors de la conquête espagnole, et l'île intègre l'empire espagnol, l'énorme empire, celui de Charles Quint, sur lequel on disait que le soleil ne se couchait jamais, donc dès la conquête par Christophe Colomb en 1492. Alors ensuite, les colons espagnols vont s'installer dans l'île, ils réduisent en esclavage la population amérindienne et partent évidemment, comme partout dans les pays conquis de l'Amérique latine, à la recherche de l'or. Évidemment. Donc ça, c'est cette quête de l'or, la question d'Eldorado, qui va concerner évidemment l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. On se souvient des recherches faites par Pizarro, faites par Cortés au Mexique, Pizarro dans la partie sud du continent, etc., etc. Donc un or que finalement ils retrouveront peu, parce que c'était un mythe. Mais une fois que l'or cubain est épuisé, finalement l'exploitation de l'île par les colons espagnols va se tourner vers la culture et la commercialisation du tabac, qui devient évidemment assez rapidement la principale ressource de l'île. Tout le monde a en mémoire les fameux cigares cubains. Voilà. Alors, on va pas évidemment retracer plusieurs siècles d'histoire de la colonisation de Cuba, mais il faut savoir qu'à partir donc de 1823, et c'est une date importante, le 2 décembre 1823, les États-Unis mettent en place, que je rappelle qu'on va fêter donc l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis dans quelques jours, le 4 juillet. Donc c'est une nation jeune, ne l'oublions pas. Et en 1823, donc, est formulée ce qu'on appelle la doctrine Monroe, du nom du président américain de l'époque, James Monroe, 1817-1825, qui fera 2 mandats de 4 ans. Et cette doctrine, c'est sous prétexte de lutter contre les ingérences européennes, donc Washington entend imposer sur tout le continent américain et dans les Caraïbes, donc désormais, son influence et son autorité, c'est le domaine réservé sur tous ces territoires. À la fin du 19e siècle, Cuba va commencer à se battre pour son indépendance de l'Espagne, et en 1895, le 24 février, le fondateur du Parti révolutionnaire cubain, en 1892, le poète José Martí, déclenche donc la Seconde Guerre d'indépendance. Il mourra au combat le 19 mai 1895. En 1898, le 15 février, les États-Unis donc déclarent la guerre à l'Espagne après la destruction donc d'un de leurs navires, l'USS Maine, dans la rade de la Havane. Donc l'Espagne qui est encore à ce moment-là puissance coloniale déclinante. L'Espagne donc va capituler au bout de 6 mois de conflit, et les États-Unis interviennent dans la guerre pour apporter leur aide à Cuba et désormais protéger ses intérêts. Le 10 décembre 1898, Madrid renonce à Cuba en vertu d'un traité qui est signé à Paris, le traité donc qui va être signé avec les États-Unis, mais sans aucun représentant cubain. En 1902, l'indépendance de Cuba est officiellement reconnue. Et à partir de là, va commencer une période donc de protectorat donc des États-Unis. Il suffit de regarder une carte, mais sur Cuba, mais aussi sur tout un tas d'États de la région, essentiellement économiques, évidemment d'exploitation économique, et tout ça va durer de 1902 à 1959, parce que en 1959, va se produire une rupture importante dans l'histoire de Cuba. C'est une révolution menée par un jeune avocat qui s'appelle Fidel Castro. Castro, je rappelle ses dates, c'est 1926-2016. Castro sera au pouvoir à Cuba, à la Havane, de 1959 à 2008. C'est absolument considérable comme année de pouvoir. Et en fait, la grosse particularité, je rappelle que nous sommes après 1945, que nous sommes à la veille du début des années 60 et qu'on est quand même à cette époque-là, en 1959, en pleine guerre froide. Aux États-Unis se termine le mandat du président Eisenhower, le fameux généralissime vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Eisenhower qui sera au pouvoir de janvier 53 à janvier 1961, et donc c'est sous son mandat donc que la rupture avec Cuba va avoir lieu.
Hein. Et alors Eisenhower, bon, évidemment, c'est un personnage très conservateur, républicain, etc. Et donc il va tout faire en 1959 pour essayer de bloquer, de contrer cette révolution cubaine. Car la révolution cubaine de 1959 n'est pas une révolution classique de type latino-américaine, c'est une révolution évidemment qui est communiste. Castro est accompagné d'un de ses principaux lieutenants et théoriciens qui s'appelle le Che Guevara, et le Che Guevara va rapidement annoncer dès le mois de juillet 1960, eh bien que la finalité de la révolution cubaine est de tout simplement mettre en place un État communiste à Cuba, un État communiste en pleine guerre froide à 140 km des côtes de la Floride. Voilà le décor planté de la crise qui va venir, parce que bien sûr, à partir de ce moment-là, les États-Unis, dès la fin de l'année 1960, ou encore sous la présidence d'Eisenhower, vont mettre une pression importante pour tout faire, pour faire tomber ce régime communiste. Alors, on me dira, oui, mais alors côté soviétique, qui était au pouvoir? On sait que Staline meurt en 53 précisément, et donc en URSS, donc qui est au pouvoir? Eh bien, c'est Nikita Khrouchtchev. Donc le fameux Khrouchtchev du rapport Khrouchtchev de la déstalinisation, Khrouchtchev qui sera au pouvoir donc de 53 à 64 pendant toute la période de cette crise des fusées dont on va parler maintenant. Khrouchtchev, donc certes un réformateur, mais aussi toujours dans le cadre de la guerre froide, donc toujours avec une certaine fermeté. N'oublions pas que c'est sous Khrouchtchev qu'aura lieu quand même l'écrasement de la révolution hongroise de 56 par exemple, et puis également le rappel à l'ordre des moyennes puissances lors de la crise de Suez, toujours en 1956. Quand je dis moyenne puissance, je rappelle qu'il s'agit ici de la France et de la Grande-Bretagne. Mais là, on ne fait pas un topo sur Suez 56, mais c'est quand même assez intéressant. Histoire sur Radio Cool Direct avec Olivier Burette. Allez, on est toujours sur Radio Cool Direct, on est avec Olivier Burette et là on parle, côté histoire, on parle de Cuba. Voilà, alors donc dans la première partie, je rappelais effectivement un peu les bases historiques, oui. La colonisation espagnole, l'indépendance de Cuba face aux États-Unis, aux Espagnols, à l'Empire espagnol, et puis ensuite leur inféodération effectivement aux États-Unis via la doctrine Monroe, et puis tout ça va continuer jusqu'en 1959, moment de rupture, où effectivement s'installe le régime de Fidel Castro, un régime communiste, ce qui va donc provoquer effectivement de la part des États-Unis une politique très vive pour tout faire pour le faire tomber. Et je rappelais aussi que côté soviétique, nous sommes de l'URSS, donc nous sommes toujours en pleine guerre froide, même si c'est un réformateur qui est au pouvoir, en la personne de Nikita Khrouchtchev qui succède à Staline en 53. Alors, cette pression que mettent les États-Unis, c'est dès octobre 1960. D'une part, la fin de l'aide financière à l'île, la fin des importations de sucre, la fin des relations diplomatiques, et également la préparation d'une invasion de l'île avec une base d'exilés cubains anticommunistes pour renverser le régime de Fidel Castro. Puisque ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ce qui est insupportable pour les États-Unis, c'est d'avoir un État communiste à une centaine de kilomètres à peine des côtes de la Floride, en pleine guerre froide. Donc on comprend là qu'il y a potentiellement, évidemment, une situation de crise. Et cette crise va empirer, puisque dès avril 1961, et là, côté États-Unis, on passe dans une alternance, puisque c'est le jeune démocrate, John Fitzgerald Kennedy, qui arrive au pouvoir en janvier 61, jusqu'au 22 novembre 63. Et on sait comment ça se termine pour Kennedy, il sera assassiné. D'ailleurs, certaines théories
qui lie son assassinat d'ailleurs à l'affaire cubaine. Bon, ça c'est les différentes théories sur la mort de Kennedy, un dossier qui n'est toujours pas refermé. Mais le bombardement de l'île donc a lieu le 15 avril 61 par des bombardiers B-26, toujours pour faire céder le régime de Castro. Et le 17 avril 61, eh bien c'est une tentative de débarquement dans une baie de l'île qui est la baie des Cochons, qui sera un échec puisque les États-Unis tentent une opération avec des paramilitaires anti-cubains et des agents de la CIA pour donc un débarquement pour renverser le régime. Ce débarquement est un échec, c'est ce qu'on appellera l'échec de la baie des Cochons. Alors à partir de là, eh bien Fidel Castro, le Che Guevara, etc., et toute son équipe autour de lui, donc de révolutionnaires communistes, dont le but, ne l'oublions pas, autre terreur pour les États-Unis, et le but annoncé est de répandre la révolution cubaine dans toute l'Amérique latine. Donc ce qui va d'ailleurs entraîner l'installation de tout un tas de régimes de juntes militaires anticommunistes. On en reparlera un peu tout à l'heure. Donc ce qui se passe, tout simplement, Fidel Castro appelle Khrouchtchev à l'aide. Il appelle Moscou à l'aide pour tout simplement défendre son régime. Il a peur que le régime de la Havane s'écroule à la longue, puisque les États-Unis aussi commencent à mettre en place évidemment un blocus, un embargo, etc., etc. Et ce qui va se passer, les États-Unis de leur côté continuent de surveiller le terrain avec les avions espions U-2, ces fameux avions stratosphériques, et puis surtout les États-Unis mobilisent quand même jusqu'à 150 000 réservistes. Donc on se prépare vraiment à une invasion militaire de l'île, ni plus ni moins cette fois-ci, avec une opération musclée, quoi. Et le clash, évidemment, ce qui va déclencher la crise des fusées, cette crise des fusées, qui est une crise de fusées nucléaires. Faut pas oublier que même par rapport à la période complètement perturbée actuelle, c'est la dernière fois que le monde a frôlé la Troisième Guerre mondiale, une vraie guerre thermonucléaire mondiale. Faut pas l'oublier, c'est ça la crise des fusées de 1962. Et le 22 octobre 62, eh bien Kennedy décide de révéler au monde, à la fois dans une conférence de presse à la télévision et au sein du Conseil de sécurité à l'ONU, eh bien que désormais on a la preuve de la présence de fusées nucléaires, et je dis bien de fusées nucléaires soviétiques dans l'île, qui ont été importées par les soviétiques pour venir en aide, évidemment, au régime cubain. Ce sont des fusées de type SS-4 avec une portée de 2000 km, des fusées de type SS-5, de type avec une portée de 4000 km, plus la présence de 42 000 conseillers militaires soviétiques dans l'île. Alors là, on a tout le scénario en place pour que un conflit vraiment devenu incontrôlable donc se mette en place, puisque ces fusées en fait, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui ces fameux missiles intercontinentaux dont on nous parle tant dans cette période de nouvelles tensions internationales que l'on vit depuis quelques années. Alors, évidemment, Kennedy adresse un ultimatum à la fois aux soviétiques et au régime cubain, les sommant de retirer leurs missiles, tout simplement, ni plus ni moins. Les États-Unis mettent en place un blocus naval d'une centaine de navires, et préparent également des avions de combat un peu partout. Alors, entre le 22 octobre et le 26 octobre, eh bien, ça va être la bascule, puisque Khrouchtchev va reculer, bien sûr. Faut pas oublier que l'Union soviétique, post-Staline, c'est le retour aussi de la dictature du prolétariat de type collégial. C'est-à-dire qu'autour de Khrouchtchev, il y a ce qu'on appelle le Politburo, un bureau politique composé de différents responsables de l'Union soviétique. Et donc, en gros, collectivement, les soviétiques décident, de conseiller vivement à Khrouchtchev de retirer ses fusées et de faire un pas en arrière dans ce conflit, puisque sachez aussi, pour toi Marco et puis toutes les personnes qui nous écoutent, que dans le fameux système de déclenchement des niveaux d'alerte nucléaire aux États-Unis, qu'on appelle le DEFCON, DEFCON, eh bien c'est la dernière fois dans l'histoire du monde qu'on s'est retrouvé en DEFCON 2.
Il y a 5 niveaux. Le 5, tout va bien. Le 4, ça se gâte. Le 3, on commence à s'affoler. Le 2, on est vraiment sur le pied de guerre. Et le 1, ça veut dire la Troisième Guerre mondiale. C'est quand même assez intéressant de le savoir. Donc là, on s'est mis en DEFCON 2 quand même, dans la fameuse base. Je fais référence aussi à tous les films qui ont pu être sortis sur tout ça. Alors, le 26 octobre 62, donc quelques jours, une petite semaine après le 22 octobre et la dénonciation par Kennedy des fusées présentes dans l'île, eh bien, donc Khrouchtchev recule. Ce sera donc le démantèlement des fusées soviétiques qui seront rechargées sur des navires soviétiques et repartent donc sur l'océan Atlantique dans l'autre sens, photographiés par les avions espions nord-américains pour le prouver, pour bien vérifier que c'est vrai. Et puis, en échange donc de ce recul soviétique, les États-Unis promettent, et on est toujours là-dessus, d'ailleurs aujourd'hui encore, même bien après la fin de la guerre froide, les États-Unis promettent de ne pas envahir l'île. On met en place sur le plan international ce qu'on appellera le téléphone rouge, c'est-à-dire une ligne directe entre Moscou et Washington quand il y a un problème, pour que les deux dirigeants puissent se parler et éviter peut-être le pire. Et puis, côté États-Unis, il y a la mise en place quand même du fameux embargo. C'est quoi cet embargo ? Ça va être donc tout simplement un filtrage de tout ce qui entre et repart de Cuba. Un peu quelque part pour faire une liaison avec l'actualité, ce qu'on a vu avec le fameux blocus du détroit d'Ormuz qu'avait annoncé Donald Trump ces derniers temps. Ça ressemble un peu ça, l'embargo. Alors, la conséquence principale de la crise des fusées, le monde a échappé évidemment à son anéantissement sur le plan thermonucléaire, c'est clair. Ça va ouvrir une voie vers la détente, c'est-à-dire que Khrouchtchev côté soviétique et Kennedy côté États-Unis vont se parler, il y aura des voyages officiels, on va aller vers la détente, vers des traités allant vers le désarmement. Point de vue européen, ça ouvre la voie côté RDA et RFA, c'est-à-dire les deux Allemagnes, ce qu'on va appeler l'Ostpolitik que va mener le chancelier ouest-allemand Willy Brandt, à partir de 69 jusqu'en 74, moment de détente important puisque ça aboutira aux accords d'Helsinki en 74-75 qui vont être aussi des accords très importants dans la détente. Et puis côté soviétique, le Politburo va trouver que Khrouchtchev a été un peu trop loin. Je ne sais pas si vous avez des images en tête de qui était Khrouchtchev. C'était un petit personnage rondouillard, haut en couleur, très différent du très froid Staline, qui n'hésitait pas à taper sur le pupitre de son bureau de l'ONU avec ses chaussures. C'était un personnage sorte de personnage un peu populiste quelque part par rapport à la période actuelle. Mais Khrouchtchev, et il faut le savoir, il ne mourra pas en fonction comme la plupart des dirigeants soviétiques, mais il est tout simplement destitué en 1964 et on va le remplacer par un plus pragmatique, un personnage plus lent aussi, qui va figer l'Union soviétique jusqu'à sa mort elle-même, et qui s'appellera donc Léonid Brejnev. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. J'espère que j'ai tenu à peu près le temps. Alors juste pour terminer, Marco, sur ce qui se passe après, parce que c'est quand même intéressant de savoir. Oui. Castro va rester au pouvoir jusqu'en 2018 quand même. Donc évidemment, tout un tas de guérillas castristes vont se développer dans le monde, puisque c'est le Che Guevara l'avait annoncé. Non seulement en Afrique, il faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de guérillas castristes qui vont de commandos castristes pour répondre à la révolution dans les pays africains, et puis bien sûr en Amérique centrale, en Amérique latine aussi, en Bolivie, etc. Où d'ailleurs le Che Guevara trouvera la mort, sera exécuté. Tout ça nous mène évidemment dans les conséquences géopolitiques rapidement dans la région après donc la victoire un peu à la Pyrrhus de Castro, c'est que les États-Unis vont soutenir toutes les juntes anticommunistes possibles et imaginables qui vont se répandre dans toute l'Amérique latine. Les plus connus, évidemment, ne l'oubliez pas, le coup d'État du 11 septembre 73 au Chili, qui liquide Allende, qui était soupçonné de castrisme. Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Bon, certes, Allende était dans un gouvernement
évidemment de Front Populaire. Enfin, il avait été élu Allende, et puis c'était des réformes sociales, enfin qui ne sont pas pires entre guillemets que celles qu'a mené François Mitterrand en 81. C'est pas pour ça que Mitterrand a été destitué par les États-Unis. Donc c'est pour vous donner quand même une idée, pour relativiser à quel point ce putsch du 11 septembre 73 mené par la CIA pour installer une junte avec Pinochet a été vraiment une des pires ignominies de la période. Même chose en Argentine, bien sûr, hein, et puis dans tout un tas d'États du nord de l'Amérique du Sud, et puis bien sûr en Amérique centrale. Hein. Ça va être toute cette politique anticommuniste que va développer très activement Kissinger, hein, puisque bon, Kennedy meurt, hein, on le sait, il y a l'épisode de la guerre du Vietnam, l'assassinat de Kennedy, donc le 22 novembre 63. Hein. Ensuite c'est Johnson, hein, son vice-président, puis après c'est surtout le moment où va arriver un autre personnage, Richard Nixon, hein, qui était le républicain, qui était le vice-président d'Eisenhower, et qui lui va évidemment développer toute cette politique évidemment anticommuniste très importante, et le rapprochement avec la Chine populaire aussi pour damer le pion à Moscou, bien sûr. Là on est dans le grand jeu géopolitique. Alors, revenons à Cuba pour terminer. L'embargo, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est toujours en vigueur. Il est même renforcé par Trump, qui veut par tous les moyens faire tomber ce qui reste du régime cubain. Hein, ça, c'est très clair. Barack Obama, évidemment, qui fut un temps de respiration internationale dans l'histoire des États-Unis. Hein, président, je le rappelle, démocrate, Barack Obama, de 2009 à 2017, Obama va soulever le voile un peu, hein, et tenter un rapprochement avec Cuba assouplissant l'embargo. Hein. Moi, je me vois encore en amphi devant mes étudiants raconter ça et leur disant que c'était un moment historique. Hein. Bon, ça n'a pas duré, puisqu'en 2017, on le sait, c'est le premier mandat de Donald Trump qui commence, et la première chose que fera Donald Trump, premier mandat, c'est tout simplement de rétablir l'embargo en question. Hein. Et puis Donald Trump revient au pouvoir, on le sait, en 2025, et là, cette fois-ci, c'est le retour, hein, de la doctrine Monroe-Donroe, hein, donc renverser le régime chaviste, hein, en place au Venezuela, hein, qui avait quand même pris avec Hugo Chavez, ne l'oublions pas, était un régime très proche, hein, du régime castriste, hein, justement. Donc ça, c'est terminé. Trump a mené en janvier 2026 cette opération militaire réussie, celle-ci, hein, pour capturer Maduro, un peu sur l'image de l'opération qui avait été menée bien des années auparavant au Panama. Hein, pour capturer le général Noriega, un autre rebelle, hein, aussi, surtout pour le canal de Panama, qui est évidemment vital, hein, comme on le sait, puisqu'il relie l'Atlantique au Pacifique. Et donc, là, justement, c'est ce qui s'est passé aussi pour le Venezuela, avec désormais un régime qui rentre dans une transition politique, donc à Caracas, et qui désormais travaille, si je puis dire, main dans la main avec les États-Unis. Mais les États-Unis ne se sont pas arrêtés là, en soutenant, hein, surtout depuis Trump, tout simplement le retour au pouvoir de tous les extrémistes possibles. Hein. Le Chili, hein, ne l'oublions pas, en 2025, où a été balayée la démocratie libérale avec l'installation d'un gouvernement d'extrême droite. Hein. Soutien aussi en Argentine, encore un gros morceau de l'Amérique latine, au régime de Milei, bien sûr, hein, ce populiste d'extrême droite ultralibéral qui admire Trump. Hein. Et puis là, et je termine avec ça, puisque les élections sont en cours, hein, on a le cas des élections en Colombie ou au Pérou, hein, où les pro-Trump sont déjà en avance dans les élections. Donc ce sont deux États qui vont basculer aussi sans doute dans le camp trumpiste, c'est-à-dire un camp d'extrême droite. Hein, il faut pas se le cacher, hein, populiste et d'extrême droite. Hein, et puis et bien sûr le dernier gros morceau, je l'ai oublié, ce sont les élections au Brésil, hein, où Lula est candidat. On vient de le voir au G7 là, mais malheureusement c'est pas tout à fait certain que Lula gagne cette élection, puisque bien sûr Trump et toute la force, de la pression qu'ils mettent sur l'Amérique latine, soutiennent à fond bien sûr le fils de Bolsonaro,
Bolsonaro, ce dirigeant d'extrême droite qui s'est revendiqué fasciste, je veux dire, j'invente rien, et peut-être que le fils de Bolsonaro prendrait le pouvoir et se débarrasserait derrière évidemment du vieux leader syndicaliste Lula. Voilà. Et un petit exemple intéressant pour terminer, c'est l'épouvantable régime carcéral de Nayib Bukele au Salvador, avec sa fameuse prison dont les images rappellent les pires moments des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale, avec tous ces prisonniers entassés les uns sur les autres, le crâne rasé, une image de cauchemar. Et bien voilà le type de régime d'Amérique latine que soutient Donald Trump au Salvador. Nayib Bukele, pour ceux qui ne connaissaient pas cet individu. Donc voilà, alors c'est un peu crépusculaire de dire tout ça en ce mois de juin 2026, mais encore une fois, l'actualité est ce qu'elle est. Et je pense que cette petite mise en perspective de la révolution cubaine, de l'histoire de Cuba et de l'évolution de Cuba à l'heure actuelle, où je vous rappelle quand même que c'est le président Miguel Díaz-Canel qui, en 2018, a succédé à Castro. Je rappelle que Castro est mort un peu après d'une maladie dégénérative, je ne sais plus très bien, mais c'était Castro, de toute façon, quitte le pouvoir en 2008. Et de 2008 à 2018, je crois que c'est son frère Raúl Castro qui a exercé le pouvoir, et là c'est Miguel Díaz-Canel depuis 2018 qui est dans le collimateur de Washington, comme chacun le sait, pour le faire tomber, puisque la situation à l'heure actuelle c'est d'asphyxier Cuba. Ni plus ni moins, il n'y a plus d'électricité, l'île est exsangue, pour tout simplement qu'elle tombe comme un fruit mûr dès que Trump l'aura décidé, ce qui sera évidemment un choc énorme, parce que ça ramènera à 1959, c'est-à-dire ça nous ramènera à une île qui sera désormais à nouveau sous le contrôle des États-Unis. Juste pour finir, Marco, parce que je pense que je dois avoir atteint les 38 minutes critiques, je renvoie, parce que j'aime toujours le faire, à un excellent film que tout le monde connaît, qui est le deuxième volet du Parrain, donc de Coppola, et dans lequel, dans cet épisode-là, on assiste au moment où donc Michael Corleone tente d'installer ses officines mafieuses à la Havane, mais malheureusement il se plante, au niveau du calendrier, puisque il tente de faire ça en janvier 59, et donc Coppola nous fait assister donc à la révolution cubaine en direct dans ce film. Excellent numéro que le Parrain numéro 2, je vous le recommande pour ça, c'est admirablement filmé et reconstitué pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà, Marco, alors j'en ai terminé. Bon, alors, des petites questions. Tu parlais de l'embargo, c'est vrai que ça influe sur le mode de vie des Cubains, la pauvreté, et tout ce que ça peut entraîner. C'est un embargo énergétique, oui. Y compris dans tous les domaines. Donc en fait, non seulement la population ne peut plus vivre, tout simplement, et puis l'État est affaibli. Il n'y a plus de centrales électriques. Enfin bon, c'est une situation dramatique. Et je crois que l'idée, c'est vraiment de faire tomber le régime en le rendant exsangue complètement, ou de provoquer une révolte de la population. On n'est plus dans le contexte de la guerre froide, c'est-à-dire que personne ne va venir au secours du régime cubain actuel. Côté russe, c'est terminé, même si Poutine à un moment donné effectivement l'a soutenu, c'était normal, c'était logique sur le plan de la continuité historique de la Russie vis-à-vis de Cuba, mais englué qu'il est à l'heure actuelle dans l'échec de une tentative d'invasion de l'Ukraine, et à l'heure actuelle où je parle, on a ces images impressionnantes du fait que maintenant les Ukrainiens peuvent frapper les grandes villes russes, dont Saint-Pétersbourg il y a quelques jours, et bien sûr, on le sait maintenant, Moscou. C'est comme des images très impressionnantes qui ont fait le tour du monde depuis quelques jours. On voit mal la Russie envoyer une escadre pour sauver la Havane.
Et puis, en Amérique du Sud, c'était quoi? C'était le Venezuela de Chavez et de Maduro. Et là aussi, c'est terminé. Dulcy Rodriguez, maintenant, est obligé de suivre les directives de Washington. Donc plus personne ne va pouvoir aller au secours ni le Pérou et ni la Colombie non plus, qui vont devenir, via les élections qui sont en cours, des États désormais dans la ligne de Washington. Donc voilà, c'est une page. Bon, il y a une page plus heureuse, il y a une dizaine d'années, où c'était le grand retour de la démocratie libérale de gauche dans toute l'Amérique latine. Bon, cette page se tourne à l'heure actuelle, quoi. Et il y avait quand même sans doute sous l'influence des États-Unis. Il y avait aussi quand même aussi en matière de tourisme, il y avait beaucoup de touristes qui allaient à Cuba. Je sais pas maintenant. Je pense que ça a dû. Là à l'heure actuelle, je pense que de toute façon, il n'y a pas de visa. Sur le site du Quai d'Orsay, je n'ai pas été voir la rubrique conseil aux voyageurs, mais je crains que Cuba ne soit tombé dans les destinations où il ne faut pas aller, quoi. Mais l'Union européenne ne se prononçait pas sur ce. Bon, c'est assez loin, mais quand même. L'Union européenne, c'est toujours le même problème, si tu veux, pour ça et puis pour tous les autres problèmes du monde, c'est que elle a une son poids politique en matière de politique étrangère est faible. Et il est faible parce que, tout simplement, est de plus en plus faible parce que maintenant l'Union européenne est au pied du mur. Elle a été mise au pied du mur. Rappelons-nous encore de la conférence de presse du ministre de la guerre, Peter Heigsieck, il n'y a pas si longtemps, disant maintenant, chers Européens, c'est à vous de devenir un État adulte, et de vous d'organiser votre défense, etc., et d'aller plus loin. Sauf que ce passage-là, c'est pas très populaire. Là, on entre maintenant là dans les 10 derniers mois, les 10 mois qui viennent d'un débat d'élection présidentielle en France. Il suffit de voir les programmes des différents candidats, puis c'est tellement polarisé entre le RN et LFI. L'aspect vraiment mobilisation européenne, il est, si je puis dire, il est un peu mis de côté. Et puis c'est pareil partout. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de relance à ce niveau-là. L'Union européenne peut protester, certes, l'a fait, mais surtout dans l'affaire du Venezuela, je me souviens. Mais bon, c'est en gros, comme a dit notre cher ami, entre guillemets, Donald, en arrivant au G7, I am the boss. Ça fait le tour du monde, ça aussi. Quand il est arrivé dans la grande salle, à Evian, voilà, c'est lui le boss. Donc, beaucoup d'analyses disent que sur le plan de la politique étrangère, ça changera pas vraiment, parce que c'est vraiment un tournant qui a été pris du fait du désengagement, notamment en Europe, des États-Unis, notamment au sein de l'OTAN. Mais c'est ce que j'ai dit souvent, je crois que je l'ai redit peut-être dans la dernière interview qu'on avait faite, peut-être que ce sera à l'OTAN, le NATO, d'évoluer en devenant justement le fameux pilier de défense de l'Union européenne. Peut-être sans les États-Unis ou avec des États-Unis, mais plus loin, quoi. Peut-être que c'est ça l'avenir. Mais là, moi, je ne suis qu'un humble historien, donc je ne suis pas dans la géopolitique, donc ça m'est difficile d'en dire plus. Il y a sans doute des analystes plus confirmés que moi qui le diront. Voilà. Eh bien, on va te remercier, Olivier, donc, toujours un plaisir, Marco, de nous avoir éclairé, j'allais dire, sur Cuba. C'est vrai que certains, Cuba, c'est les cigares ou la langouste, mais ce n'est pas que ça. Bien sûr. C'est pas la langouste de Cuba, il y a la musique, c'est toute une culture. Oui, la musique aussi, effectivement, oui. Bien sûr. Et ça peut redevenir, on le souhaite, un pays où les touristes reviennent. Sans doute, parce que c'est évidemment. C'est un joli pays, Cuba. C'est vraiment un beau pays. Je pense pas que ça puisse être une caricature. Je vois pas, par exemple, le retour des descendants de Batista, au pouvoir. Je vois pas une junte revenir. Bon, ça pourrait être un régime, certainement une démocratie libérale, quelque chose comme ça. Je sais pas trop, Mais bon, ça, c'est l'avenir qui le dira,
Alors Olivier, je veux juste rappeler que tu as une chaîne YouTube où on peut écouter, t'écouter, te voir aussi parce que tu te filmes. T'aimes bien passer à la télé ? Non, je blague. Je fais des petits topos. Oui, c'est ça, ouais. Un certain nombre de petits topos historiques. Bon, là, ça va être un peu la pause estivale, mais c'est ça. Mais bon. Comment s'appelle la chaîne ? Ta chaîne YouTube s'appelle ? Ça c'est Parlons Histoire. Parlons Histoire, oui. Mais il faut pour la trouver. Mais je te remercie d'ailleurs, Marcos, que tu avais mis le lien dans la dernière mise en ligne. La dernière interview qu'on avait faite. Faut taper Olivier Burette, Parlons Histoire, peut-être, non ? Olivier Burette, Parlons Histoire, et généralement tu tomberas sur ma chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube, oui. Pour les vieux nostalgiques de l'époque de Jean-Claude Carton qu'on a connu toi et moi d'ailleurs parce que c'est par Jean-Claude je me rappelle qu'on s'est connus Margot, voilà, ne l'oublions pas, si vous tapez Olivier Burette et à côté vous mettez Histoire d'en parler cette fois-ci, Histoire d'en parler Olivier Burette, vous tomberez sur la mise en ligne de mes émissions que j'avais faites avec Jean-Claude Carton, des émissions d'histoire, parce qu'on avait monté cette première web télé il y a presque 20 ans de ça, donc avec Jean-Claude, il m'avait proposé de créer une émission de web télé d'histoire que j'avais appelée Histoire d'en parler, et on a passé en revue pas mal de choses, ça avait été assez sympa. Et ça, on peut les réécouter. On le trouve normalement. Oui. Et puis tout ce que j'ai fait avec ensuite après Jean-Claude avec Nico, Nicolas Mangone, sur sa chaîne qui s'appelle aujourd'hui, qui a changé de nom, qui s'appelle plus Akasha, mais qui s'appelle Bien à toi. Nico a continué de mettre en ligne les différentes émissions que j'avais faites avec lui. Donc voilà, c'est mon existence, télévisuelle. C'est un peu. Voilà. En fait, tu me disais que tu avais mis à la période Covid beaucoup de cours en ligne pour tes étudiants qui pouvaient aller. Sur ma chaîne YouTube Parlons Histoire, oui, tout à fait. Sur ma chaîne YouTube Parlons Histoire, il y a mes cours. Effectivement, donc les deux grands cours que j'avais donnés à cette époque-là, histoire des pays d'Europe centrale et orientale, donc de 1914 à nos jours. Ou presque, et puis l'autre qui est l'histoire des relations internationales. Donc là-dedans, on retrouve ces parcours, c'est chronologique, donc on retrouvera facilement le petit topo cubain que je viens de faire, bien sûr, mais pas dans le même contexte, parce que historique, même contexte, puisque bien sûr, tout cela était dans les années 2020, 21, 22. Merci à toi Olivier d'être passé au micro de Cool Direct. Voilà, donc c'est une émission que vous pouvez réécouter prochainement en podcast sur notre chaîne YouTube et sur la tienne aussi également, puisque tu auras le lien où on pourra te réécouter. Je mettrai le lien, tout à fait, oui, bien sûr. On va te souhaiter de bonnes vacances parce que là c'est fini, le professeur est en vacances. Les cours eux-mêmes, puisque si je puis dire le calendrier actuel fait que le premier semestre dure de septembre à décembre et le second de janvier à avril. Donc là, ça fait bien longtemps que les étudiants sont partis en stage pour faire autre chose. Mais après, il y a toutes les autres activités. On est là généralement jusqu'à la mi-juillet. D'accord. Pour reprendre fin août. Et tu pars en vacances à Cuba, c'est ça comme chaque année, hein ? Oui, voilà. Je pense que je partirai plutôt des vacances de repos. Voilà, très bien, mérité. Très bien. Merci à toi de ton passage sur Radio Cool Direct. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci. Marco. À très bientôt. Oui. L'histoire racontée pour vous.